Guy de Maupassant, Miss Harriet. Nous étions 7 dans le break, 4 femmes et 3 hommes, dont un sur le siège à côté du cocher, et nous montions au pas des chevaux la grande côte où serpentait la route. Partis d'Étretat dès l'aurore pour aller visiter les ruines de Tancarville, nous somnolions encore, engourdis dans l'air frais du matin. Les femmes, surtout peu accoutumées à ces réveils de chasseurs, laissaient à tout moment retomber leurs paupières, penchaient la tête ou bien bâillaient, insensibles à l'émotion du jour levant. C'était l'automne. Des deux côtés du chemin, les champs dénudés s'étendaient, jaunis par le pied court des avoines et des blés fauchés qui couvraient le sol comme une barbe mal rasée. La terre embrumée semblait fumer. Des alouettes chantaient en l'air, d'autres oiseaux pépiaient dans les buissons. Le soleil enfin se leva devant nous, tout rouge au bord de l'horizon, et à mesure qu'il montait, plus clair de minute en minute, la campagne paraissait s'éveiller, sourire, se secouer et ôter comme une fille qui sort du lit sa chemise de vapeur blanche. Le comte d'Étrailles, assis sur le siège, cria « Tenez, un lièvre !» et il étendait le bras vers la gauche, indiquant une pièce de trèfle. L'animal filait, presque caché par ce champ, montrant seulement ses grandes oreilles. Puis il détala à travers un labouré, s'arrêta, repartit d'une course folle, changea de direction, s'arrêta de nouveau, inquiet, épiant tout danger, indécis sur la route à prendre, puis se remit à courir avec de grands sauts de l'arrière-train, et il disparut dans un large carré de betteraves. Tous les hommes s'éveillèrent, suivant la marche de la bête. René Le Manoir prononça « Nous ne sommes pas galants ce matin », et regardant sa voisine, la petite baronne de Sérène, qui luttait contre le sommeil, il lui dit à demi-voix « Vous pensez à votre mari, baronne ? Rassurez-vous, il ne revient que samedi, vous avez encore 4 jours. » Elle répondit avec un sourire endormi « Que vous êtes bête !» Puis, secouant sa torpeur, elle ajouta « Voyons, dites-nous quelque chose pour nous faire rire. Vous, monsieur Chenal, qui passez pour avoir eu plus de bonne fortune que le duc de Richelieu, racontez une histoire d'amour qui vous soit arrivée, ce que vous voudrez. » Léon Chenal, un vieux peintre qui avait été très beau, très fort, très fier de son physique et très aimé, prit dans sa main sa longue barbe blanche et sourit. Puis, après quelques moments de réflexion, il devint grave tout à coup. « Ce ne sera pas gai, mesdames. Je vais vous raconter le plus lamentable amour de ma vie. Je souhaite à mes amis de n'en point inspirer de semblable. » J'avais alors 25 ans et je faisais le rapin le long des côtes normandes. J'appelle faire le rapin ce vagabondage sac au dos, d'auberge en auberge, sous prétexte d'études et de paysages sur nature. Je ne sais rien de meilleur que cette vie errante au hasard. On est libre, sans entrave d'aucune sorte, sans souci, sans préoccupation, sans penser même au lendemain. On va par le chemin qui vous plaît, sans autre guide que sa fantaisie, sans autre conseiller que le plaisir des yeux. On s'arrête parce qu'un ruisseau vous a séduit, parce qu'on sentait bon les pommes de terre frites devant la porte d'un hôtelier. Parfois, c'est un parfum de clématite qui a décidé votre choix, ou l'œillade naïve d'une fille d'auberge. N'ayez point de mépris pour ces rustiques tendresses. Elles ont une âme et des sens aussi, ces filles, et des joues fermes et des lèvres fraîches, et leur baiser violent et fort savoureux comme un fruit sauvage. L'amour a toujours du prix, d'où qu'il vienne. Un cœur qui bat quand vous paraissez, un œil qui pleure quand vous partez, sont des choses si rares, si douces,
si précieuses qu'il ne les faut jamais mépriser. J'ai connu les rendez-vous dans les fossés pleins de primes verts, derrière les tables où dorment des vaches, et sur la paille des greniers encore tièdes de la chaleur du jour. J'ai des souvenirs de grosses toiles grises sur des chairs élastiques et rudes, et des regrets de naïves et franches caresses, plus délicates en leur brutalité sincère que les subtils plaisirs obtenus de femmes charmantes et distinguées. Mais ce qu'on aime surtout dans ces courses à l'aventure, c'est la campagne, les bois, les levées de soleil, les crépuscules, les clairs de lune. Ce sont pour les peintres des voyages de noces avec la terre. On est seul tout près d'elle dans ce long rendez-vous tranquille. On se couche dans une prairie, au milieu des marguerites et des coquelicots, et les yeux ouverts sous une claire tombée de soleil, on regarde au loin le petit village avec son clocher pointu qui sonne midi. On s'assied au bord d'une source qui sort au pied d'un chêne, au milieu d'une chevelure d'herbes frêles, hautes, luisantes de vie. On s'agenouille, on se penche, on boit cette eau froide et transparente qui vous mouille la moustache et le nez. On la boit avec un plaisir physique, comme si on baisait la source, lèvre à lèvre. Parfois, quand on rencontre un trou le long de ces minces cours d'eau, on s'y plonge tout nu et on sent sur sa peau de la tête aux pieds comme une caresse glacée et délicieuse, le frémissement du courant vif et léger. On est gai sur la colline, mélancolique au bord des étangs, exalté lorsque le soleil se noie dans un océan de nuages sanglants et qu'il jette aux rivières des reflets rouges. Et le soir, sous la lune qui passe au fond du ciel, on songe à 1000 choses singulières qui ne vous viendraient point à l'esprit sous la brûlante clarté du jour. Donc, en errant ainsi par ce pays même où nous sommes cette année, j'arrivai un soir au petit village de Bénouville, sur la falaise entre Yport et Étretat. Je venais de Fécamp en suivant la haute côte droite comme une muraille, avec ses saillies de rochers crayeux tombant à pic dans la mer. J'avais marché depuis le matin sur ce gazon ras, fin et souple comme un tapis, qui pousse au bord de l'abîme sous le vent salé du large. Et chantant à plein gosier, allant à grands pas, regardant tantôt la fuite lente et arrondie d'une mouette, promenant sur le ciel bleu la courbe blanche de ses ailes, tantôt sur la mer verte, la voile brune d'une barque de pêche, j'avais passé un jour heureux d'insouciance et de liberté. On m'indiqua une petite ferme où on logeait des voyageurs, sorte d'auberge tenue par une paysanne, au milieu d'une cour normande entourée d'un double rang de hêtres. Quittant la falaise, je gagnai donc le hameau enfermé dans ses grands arbres, et je me présentai chez la mère Lecacheur. C'était une vieille campagnarde, ridée, sévère, qui semblait toujours recevoir les pratiques à contre-cœur, avec une sorte de méfiance. Nous étions en mai. Les pommiers épanouis couvraient la cour d'un toit de fleurs parfumées, semaient incessamment une pluie tournoyante de folioles roses qui tombait sans fin sur les gens et sur l'herbe. Je demandai « Eh bien, madame Lecacheur, avez-vous une chambre pour moi ?» Étonnée de voir que je savais son nom, elle répondit « C'est selon, tout est loué, on pourrait voir tout de même. » En 5 minutes, nous fûmes d'accord, et je déposai mon sac sur le sol de terre d'une pièce rustique, meublée d'un lit, de 2 chaises, d'une table et d'une cuvette. Elle donnait dans la cuisine, grande, enfumée, où les pensionnaires prenaient leur repas avec les gens de la ferme et la patronne qui était veuve. Je me lavai les mains, puis je ressortis. La vieille faisait fricasser un poulet pour le dîner dans sa large cheminée où pendait la crémaillère noire de fumée. « Vous avez donc des voyageurs en ce moment ?» lui dis-je. Elle répondit de son air mécontent. « J'en suis une dame, une Anglaise d'âge. Elle occupe l'autre chambre. »
J'obtins, moyennant une augmentation de 5 sols par jour, le droit de manger seul dans la cour quand il ferait beau. On mit donc mon couvert devant la porte et je commençai à dépecer à coups de dents les membres maigres de la poule normande en buvant du cidre clair et en mâchant du gros pain blanc vieux de 4 jours mais excellent. Tout à coup, la barrière de bois qui donnait sur le chemin s'ouvrit et une étrange personne se dirigea vers la maison. Elle était très maigre, très grande, tellement serrée dans un châle écossais à carreaux rouges qu'on l'eût cru privée de bras si on avait vu une longue main paraître à la hauteur des hanches tenant une ombrelle blanche de touriste. Sa figure de momie, encadrée de boudins de cheveux gris roulés qui sautillaient à chacun de ses pas, me fit penser, je ne sais pourquoi, à un harançor qui aurait porté des papillotes. Elle passa devant moi vivement, en baissant les yeux, et s'enfonça dans la chaumière. Cette singulière apparition m'égaya. C'était ma voisine, assurément, l'anglaise d'âge dont avait parlé notre hôtesse. Je ne la revis pas ce jour-là. Le lendemain, comme je m'étais installée pour peindre au fond de ce vallon charmant que vous connaissez et qui descend jusqu'à Étretat, j'aperçus, en levant les yeux tout à coup, quelque chose de singulier dressé sur la crête du coteau. On eût dit un mât pavoisé. C'était elle. En me voyant, elle disparut. Je rentrai à midi pour déjeuner et je pris place à la table commune afin de faire connaissance avec cette vieille originale. Mais elle ne répondit pas à mes politesses, insensible même à mes petits soins. Je lui versai de l'eau avec obstination, je lui passai les plats avec empressement. Un léger mouvement de tête presque imperceptible et un mot anglais murmuré si bas que je ne l'entendis point étaient ses seuls remerciements. Je cessai de m'occuper d'elle, bien qu'elle inquiétât ma pensée. Au bout de 3 jours, j'en savais sur elle aussi long que madame Lecacheur elle-même. Elle s'appelait Miss Harriet. Cherchant un village perdu pour y passer l'été, elle s'était arrêtée à Bénouville 6 semaines auparavant et ne semblait point disposée à s'en aller. Elle ne parlait jamais à table, mangeait vite tout en lisant un petit livre de propagande protestante. Elle en distribuait à tout le monde de ces livres. Le curé lui-même en avait reçu 4 apportés par un gamin, moyennant 2 sous de commission. Elle disait quelquefois à notre hôtesse, tout à coup, sans que rien préparât cette déclaration, « J'ai aimé le Seigneur plus que tout, je l'ai admiré dans toute son création, je l'ai adoré dans toute son nature, je le portais toujours dans mon cœur. » Et elle remettait aussitôt à la paysanne interdite une de ces brochures destinées à convertir l'univers. Dans le village, on ne l'aimait point. L'instituteur ayant déclaré « C'est une athée », une sorte de réprobation pesait sur elle. Le curé, consulté par madame Lecacheur, répondit « C'est une hérétique, mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, et je la crois une personne d'une moralité parfaite. » Ces mots, athée, hérétique, dont on ignorait le sens précis, jetaient des doutes dans les esprits. On prétendait en outre que l'Anglaise était riche et qu'elle avait passé sa vie à voyager dans tous les pays du monde parce que sa famille l'avait chassée. Pourquoi sa famille l'avait-elle chassée? À cause de son impiété, naturellement. C'était en vérité une de ces exaltées à principes, une de ces puritaines opiniâtres, comme l'Angleterre en produit tant, une de ces vieilles et bonnes filles insupportables qui hantent toutes les tables d'hôtes de l'Europe, gâtent l'Italie, empoisonnent la Suisse, rendent inhabitables les villes charmantes de la Méditerranée, apportent partout leurs manies bizarres, leurs mœurs de vestales pétrifiées, leurs toilettes indescriptibles, et une certaine odeur de caoutchouc qui ferait croire qu'on les glisse la nuit dans un étui. Quand j'en apercevais une dans un hôtel, je me sauvais comme les oiseaux qui voient un mannequin dans un champ. Celle-là, cependant, me paraissait tellement singulière qu'elle ne me déplaisait point. Madame Lecacheur, hostile par instinct
à tout ce qui n'était pas paysan, sentait en son esprit borné une sorte de haine pour les allures extatiques de la vieille fille. Elle avait trouvé un terme pour la qualifier, un terme méprisant assurément, venu je ne sais comment sur ses lèvres, appelé par je ne sais quel confus et mystérieux travail d'esprit. Elle disait « c'est une démoniaque ». Et ce mot collé sur cet être austère et sentimental me semblait d'un irrésistible comique. Je ne l'appelais plus moi-même que la démoniaque, éprouvant un plaisir drôle à prononcer tout haut ces syllabes en l'apercevant. Je demandai à la mère le cacheur « Eh bien, qu'est-ce que fait notre démoniaque aujourd'hui ?» Et la paysanne répondait d'un air scandalisé « Croiriez-vous, monsieur, qu'elle ait ramassé un crapaud dont on avait pilé la pâte, et qu'elle l'a porté dans sa chambre, et qu'elle l'a mis dans sa cuvette, et qu'elle y met un pansage comme à un homme, si c'est pas une profanation ?» Une autre fois, en se promenant au pied de la falaise, elle avait acheté un gros poisson qu'on venait de pêcher, rien que pour le rejeter à la mer. Et le matelot, bien que payé largement, l'avait injurié à profusion, plus exaspéré que si elle lui eût pris son argent dans sa poche. Après un mois, il ne pouvait encore parler de cela sans se mettre en fureur et sans crier des outrages. Oh oui, c'était bien une démoniaque, Miss Harriet. La mère le cacheur avait eu une inspiration de génie en la baptisant ainsi. Le garçon d'écurie qu'on appelait sapeur, parce qu'il avait servi en Afrique dans son jeune temps, nourrissait d'autres opinions. Il disait d'un air malin « Ça, c'est une ancienne qui a fait son temps. » Si la pauvre fille avait su. La petite bonne Céleste ne la servait pas volontiers sans que j'eusse pu comprendre pourquoi. Peut-être uniquement parce qu'elle était étrangère, d'une autre race, d'une autre langue et d'une autre religion. C'était une démoniaque, enfin. Elle passait son temps à errer par la campagne, cherchant et adorant Dieu dans la nature. Je la trouvai un soir à genoux dans un buisson. Ayant distingué quelque chose de rouge à travers les feuilles, j'écartai les branches, et Miss Harriet se dressa, confuse d'avoir été vue ainsi, fixant sur moi des yeux effarés, comme ceux des chats huants surpris en plein jour. Parfois, quand je travaillais dans les rochers, je l'apercevais tout à coup sur le bord de la falaise, pareil à un signal de sémaphore. Elle regardait passionnément la vaste mer dorée de lumière et le grand ciel empourpré de feu. Parfois je la distinguais au fond d'un vallon, marchant vite de son pas élastique d'anglaise. Et j'allais vers elle, attirée je ne sais par quoi, uniquement pour voir son visage d'illuminé, son visage sec, indicible, content d'une joie intérieure et profonde. Souvent aussi, je la rencontrais au coin d'une ferme, assise sur l'herbe, sous l'ombre d'un pommier, avec son petit livre biblique ouvert sur les genoux et le regard flottant au loin. Car je ne m'en allais plus, attachée dans ce pays calme par mille liens d'amour pour ces larges et doux paysages. J'étais bien dans cette ferme ignorée, loin de tout, près de la terre, de la bonne, saine, belle et verte terre que nous engraisserons nous-mêmes de notre corps un jour. Et peut-être faut-il l'avouer, un rien de curiosité aussi me retenait chez la mère Le Cacheur. J'aurais voulu connaître un peu cette étrange Miss Harriet et savoir ce qui se passe dans les âmes solitaires de ces vieilles Anglaises errantes. Nous fîmes connaissance assez singulièrement. Je venais d'achever une étude qui me paraissait crâne et qui l'était. Elle fut vendue 10 000 francs 15 ans plus tard. C'était plus simple d'ailleurs que 2 et 2 font 4 et en dehors des règles académiques. Tout le côté droit de ma toile représentait une roche, une énorme roche à verrues, couverte de varechs bruns, jaunes et rouges, sur qui le soleil coulait comme de l'huile. La lumière, sans qu'on vît l'astre caché derrière moi, tombait sur la pierre et la dorait de feu. C'était ça, un premier plan étourdissant de clarté, enflammé, superbe.
À gauche, la mer, pas la mer bleue, la mer d'ardoise, mais la mer jade, verdâtre, laiteuse et dure aussi sous le ciel foncé. J'étais tellement content de mon travail que je dansais en le rapportant à l'auberge. J'aurais voulu que le monde entier le vît tout de suite. Je me rappelle que je le montrais à une vache au bord du sentier, en lui criant « Regarde ça, ma vieille, tu n'en verras pas souvent de pareilles !» En arrivant devant la maison, j'appelais aussitôt la mère Lecacheur en braillant à tue-tête. « Ohé! Oh, la patronne! Amenez-vous et pigez-moi ça !» La paysanne arriva et considéra mon œuvre de son œil stupide qui ne distinguait rien, qui ne voyait même pas si ça la représentait un bœuf ou une maison. Miss Harriet rentrait, et elle passait derrière moi juste au moment où, tenant ma toile à bout de bras, je la montrais à l'aubergiste. La démoniaque ne put pas ne pas la voir, car j'avais soin de présenter la chose de telle sorte qu'elle n'échappe point à son œil. Elle s'arrêta net, saisie, stupéfaite. C'était sa roche, paraît-il, celle où elle grimpait pour rêver à son aise. Elle murmura un « Aouh !» britannique si accentué et si flatteur que je me retournai vers elle en souriant et je lui dis « C'est ma dernière étude, mademoiselle. » Elle murmura, extasiée, comique et attendrissante « Oh, monsieur, vous comprenez la nature d'une façon palpitante. » Je rougis, ma foi, plus émue par ce compliment que s'il fût venu d'une reine. J'étais séduit, conquis, vaincu. Je l'aurais embrassée, parole d'honneur. Je m'assis à table à côté d'elle, comme toujours. Pour la première fois, elle parla, continuant à haute voix sa pensée. Ah, j'aimais tant la nature. Je lui offris du pain, de l'eau, du vin. Elle acceptait maintenant avec un petit sourire de momie, et je commençai à causer paysage. Après le repas, nous étant levés ensemble, nous nous mîmes à marcher à travers la cour. Puis, attirés sans doute par l'incendie formidable que le soleil couchant allumait sur la mer, j'ouvris la barrière qui donnait vers la falaise, et nous voilà partis côte à côte, contents comme deux personnes qui viennent de se comprendre et de se pénétrer. C'était un soir tiède, amolli, un de ces soirs de bien-être où la chair et l'esprit sont heureux. Tout est jouissance et tout est charme. L'air tiède, embaumé, plein de senteurs d'herbes et de senteurs d'algues, caresse l'odorat de son parfum sauvage, caresse le palais de sa saveur marine, caresse l'esprit de sa douceur pénétrante. Nous allions maintenant au bord de l'abîme, au-dessus de la vaste mer qui roulait à 100 mètres sous nous, ses petits flots. Et nous buvions la bouche ouverte et la poitrine dilatée, ce souffle frais qui avait passé l'océan et qui nous glissait sur la peau, lent et salé par le long baiser des vagues. Serrée dans son châle à carreaux, l'air inspiré, les dents au vent, l'Anglaise regardait l'énorme soleil s'abaisser vers la mer. Devant nous, là-bas, à la limite de la vue, un trois-mâts couvert de voiles dessinait sa silhouette sur le ciel enflammé, et un vapeur plus proche passait en déroulant sa fumée qui laissait derrière lui un nuage sans fin traversant tout l'horizon. Le globe rouge descendait toujours, lentement, et bientôt il toucha l'eau, juste derrière le navire immobile qui apparut comme dans un cadre de fer au milieu de l'astre éclatant. Il s'enfonçait peu à peu, dévoré par l'océan. On le voyait plonger, diminuer, disparaître. C'était fini. Seul le petit bâtiment montrait toujours son profil, découpé sur le fond d'or du ciel lointain. Miss Harriet contemplait d'un regard passionné la fin flamboyante du jour. Et elle avait certes une envie immodérée d'étreindre le ciel, la mer, tout l'horizon. Elle murmura « Oh, j'aimais, j'aimais, j'aimais !» Je vis une larme dans son œil. Elle reprit « Je voudrais être une petite oiseau pour m'envoler dans le firmament. » Et elle restait debout, comme je l'avais vue souvent,
piquée sur la falaise, rouge aussi dans son châle de pourpre. J'eus envie de la croquer sur mon album. On eût dit la caricature de l'extase. Je me retournai pour ne pas sourire. Puis je lui parlais peinture comme j'aurais fait à un camarade, notant les tons, les valeurs, les vigueurs, avec des termes du métier. Elle m'écoutait attentivement, comprenant, cherchant à deviner le sens obscur des mots, à pénétrer ma pensée. De temps en temps, elle prononçait « Oh, je comprenais. C'était très palpitante. » Nous rentrâmes. Le lendemain, en m'apercevant, elle vint vivement me tendre la main, et nous fûmes amis tout de suite. C'était une brave créature qui avait une sorte d'âme à ressort, partant par bond dans l'enthousiasme. Elle manquait d'équilibre, comme toutes les femmes restées filles à 50 ans. Elle semblait confite dans une innocence surie, mais elle avait gardé au cœur quelque chose de très jeune, d'enflammé. Elle aimait la nature et les bêtes, de l'amour exalté, fermenté comme une boisson trop vieille, de l'amour sensuel qu'elle n'avait point donné aux hommes. Il est certain que la vue d'une chienne allaitant, d'une jument courant dans un pré avec son poulain dans les jambes, d'un nid d'oiseaux plein de petits, piaillant, le bec ouvert, la tête énorme, le corps tout nu, la faisait palpiter d'une émotion exagérée. Pauvres êtres solitaires, errants et tristes des tables d'hôtes, pauvres êtres ridicules et lamentables, je vous aime depuis que j'ai connu celui-là. Je m'aperçus bientôt qu'elle avait quelque chose à me dire, mais elle n'osait point, et je m'amusais de sa timidité. Quand je partais le matin avec ma boîte sur le dos, elle m'accompagnait jusqu'au bout du village, muette, visiblement anxieuse, et cherchant ses mots pour commencer, puis elle me quittait brusquement et s'en allait vite de son pas sautillant. Un jour, enfin, elle prit courage. « Je voudrais voir vous comment vous faites le peinture. Voulez-vous ? J'ai été très curieux. » Et elle rougissait comme si elle eût prononcé des paroles extrêmement audacieuses. Je l'emmenai au fond du petit Val, où je commençai une grande étude. Elle resta debout derrière moi, suivant tous mes gestes avec une attention concentrée. Puis, soudain, craignant peut-être de me gêner, elle me dit « Merci » et s'en alla. Mais en peu de temps, elle devint plus familière et se mit à m'accompagner chaque jour avec un plaisir visible. Elle apportait sous son bras son pliant, ne voulant point permettre que je le prisse, et elle s'asseyait à mon côté. Elle demeurait là pendant des heures, immobile et muette, suivant de l'œil le bout de mon pinceau dans tous ses mouvements. Quand j'obtenais, par une large plaque de couleur posée brusquement avec le couteau, un effet juste et inattendu, elle poussait malgré elle un petit « oh » d'étonnement, de joie et d'admiration. Elle avait un sentiment de respect attendri pour mes toiles, de respect presque religieux pour ces reproductions humaines d'une parcelle de l'œuvre divine. Mes études lui apparaissaient comme des sortes de tableaux de sainteté, et parfois elle me parlait de Dieu, essayant de me convertir. Oh, c'était un drôle de bonhomme que son bon Dieu, une sorte de philosophe de village, sans grands moyens et sans grande puissance, car elle se le figurait toujours désolé des injustices commises sous ses yeux, comme s'il n'avait pas pu les empêcher. Elle était d'ailleurs en termes excellents avec lui, paraissant même confidente de ses secrets et de ses contrariétés. Elle disait « Dieu veut » ou « Dieu ne veut pas », comme un sergent qui annoncerait aux conscrits que le colonel a ordonné. Elle déplorait du fond du cœur mon ignorance des intentions célestes qu'elle s'efforçait de me révéler. Et je trouvais chaque jour dans mes poches, dans mon chapeau quand je le laissais par terre, dans ma boîte à couleurs, dans mes souliers cirés devant ma porte au matin, ces petites brochures de piété qu'elle recevait sans doute directement du paradis. Je la traitais comme une ancienne amie, avec une franchise cordiale. Mais je m'aperçus bientôt que ses allures avaient un peu changé. Je n'y pris pas garde dans les premiers temps. Quand je travaillais, soit au fond de mon vallon, soit dans quelque chemin creux,
je la voyais soudain paraître, arrivant de sa marche rapide et scandée. Elle s'asseyait brusquement, essoufflée comme si elle eût couru, ou comme si quelque émotion profonde l'agitait. Elle était fort rouge, de ce rouge anglais qu'aucun autre peuple ne possède. Puis, sans raison, elle pâlissait, devenait couleur de terre et semblait près de défaillir. Peu à peu, cependant, je la voyais reprendre sa physionomie ordinaire et elle se mettait à parler. Puis, tout à coup, elle laissait une phrase au milieu, se levait et se sauvait si vite et si étrangement que je cherchais si je n'avais rien fait qui pût lui déplaire ou la blesser. Enfin, je pensais que ce devait être là ses allures normales, un peu modifiées sans doute en mon honneur dans les premiers temps de notre connaissance. Quand elle rentrait à la ferme, après des heures de marche sur la côte battue du vent, ses longs cheveux tordus en spirale s'étaient souvent déroulés et pendaient comme si leur ressort eût été cassé. Elle ne s'en inquiétait guère autrefois et s'en venait dîner sans gêne, dépeignée ainsi par sa sœur la Brise. Maintenant, elle montait dans sa chambre pour rajuster ce que j'appelais ses verres de lampe, et quand je lui disais avec une galanterie familière qui la scandalisait toujours, « Vous êtes belle comme un astre aujourd'hui, Miss Harriet !» Un peu de sang lui montait aussitôt aux joues, du sang de jeune fille, du sang de 15 ans. Puis elle redevint tout à fait sauvage et cessa de venir me voir peindre. Je pensais, c'est une crise, cela passera. Mais cela ne passait point. Quand je lui parlais maintenant, elle me répondait soit avec une indifférence affectée, soit avec une irritation sourde. Et elle avait des brusqueries, des impatiences, des nerfs. Je ne l'apercevais qu'au repas, et nous ne causions plus guère. Je pensais vraiment que je l'avais froissée en quelque chose, et je lui demandais un soir « Miss Harriet, pourquoi n'êtes-vous plus avec moi comme autrefois? Qu'est-ce que j'ai fait pour vous déplaire? Vous me causez beaucoup de peine. » Elle répondit avec un accent de colère tout à fait drôle « J'étais toujours avec vous le même qu'autrefois. Ce n'était pas vrai, pas vrai. » Et elle courut s'enfermer dans sa chambre. Elle me regardait par moments d'une étrange façon. Je me suis dit souvent depuis ce temps que les condamnés à mort doivent regarder ainsi quand on leur annonce le dernier jour. Il y avait dans son œil une espèce de folie, une folie mystique et violente, et autre chose encore, une fièvre, un désir exaspéré, impatient et impuissant de l'irréalisé et de l'irréalisable. Et il me semblait qu'il y avait aussi en elle un combat où son cœur luttait contre une force inconnue qu'elle voulait dompter et peut-être encore autre chose. Que sais-je? Que sais-je? Ce fut vraiment une singulière révélation. Depuis quelque temps, je travaillais chaque matin dès l'aurore à un tableau dont voici le sujet. Un ravin profond, encaissé, dominé par 2 talus de ronces et d'arbres s'allongeait, perdu, noyé dans cette vapeur laiteuse, dans cette ouate qui flotte parfois sur les vallons au lever du jour. Et tout au fond de cette brume épaisse et transparente, on voyait venir, ou plutôt on devinait, un couple humain, un gars et une fille, embrassés, enlacés, elle la tête levée vers lui penché vers elle et bouche à bouche. Un premier rayon de soleil glissant entre les branches traversait ce brouillard d'aurore, l'illuminait d'un reflet rose derrière les rustiques amoureux, faisait passer leurs ombres vagues dans une clarté argentée. C'était bien, ma foi, fort bien. Je travaillais dans la descente qui mène au petit Val d'Étretat. J'avais par chance ce matin-là la buée flottante qu'il me fallait. Quelque chose se dressa devant moi, comme un fantôme. C'était Miss Harriet. En me voyant, elle voulut fuir, mais je l'appelai, criant « Venez, venez donc, mademoiselle, j'ai un petit tableau pour vous. » Elle s'approcha, comme à regret.
Je lui tendis mon esquisse. Elle ne dit rien, mais elle demeura longtemps immobile à regarder, et brusquement, elle se mit à pleurer. Elle pleurait avec des spasmes nerveux, comme les gens qui ont beaucoup lutté contre les larmes et qui ne peuvent plus, qui s'abandonnent en résistant encore. Je me levai d'une secousse, émue moi-même de ce chagrin que je ne comprenais pas, et je lui pris les mains par un mouvement d'affection brusque, un vrai mouvement de Français qui agit plus vite qu'il ne pense. Elle laissa quelques secondes ses mains dans les miennes, et je les sentis frémir comme si tous ses nerfs se fussent tordus. Puis elle les retira brusquement, ou plutôt les arracha. Je l'avais reconnu, ce frisson-là, pour l'avoir déjà senti, et rien ne m'y tromperait. Ah, le frisson d'amour d'une femme, qu'elle ait 15 ou 50 ans, qu'elle soit du peuple ou du monde, me va si droit au cœur que je n'hésite jamais à le comprendre. Tout son pauvre être avait tremblé, vibré, défailli, je le savais. Elle s'en alla sans que j'eusse dit un mot, me laissant surpris comme devant un miracle et désolé comme si j'eusse commis un crime. Je ne rentrai pas pour déjeuner. J'allais faire un tour au bord de la falaise, ayant autant envie de pleurer que de rire, trouvant l'aventure comique et déplorable, me sentant ridicule et la jugeant malheureuse à devenir folle. Je me demandais ce que je devais faire. Je jugeais que je n'avais plus qu'à partir et j'en pris tout de suite la résolution. Après avoir vagabondé jusqu'au dîner, un peu triste, un peu rêveur, je rentrai à l'heure de la soupe. On se mit à table comme de coutume. Miss Harriet était là, mangeait gravement, sans parler à personne et sans lever les yeux. Elle avait d'ailleurs son visage et son allure ordinaire. J'attendis la fin du repas, puis me tournant vers la patronne. « Eh bien, madame le cacheur, je ne vais pas tarder à vous quitter. » La bonne femme, surprise et chagrine, s'écria de sa voix traînante. « Qu'est-ce que vous dites là, mon brave monsieur? Vous allez nous quitter? J'étions si bien accoutumée à vous. » Je regardais de loin Miss Harriet. Sa figure n'avait point tressailli. Mais Céleste, la petite bonne, venait de lever les yeux vers moi. C'était une grosse fille de 18 ans, rougeaude, franche, forte comme un cheval et propre, chose rare. Je l'embrassais quelquefois dans les coins, par habitude de coureur d'auberge, rien de plus. Et le dîner s'acheva. J'allais fumer ma pipe sous les pommiers, en marchant de long en large d'un bout à l'autre de la cour. Toutes les réflexions que j'avais faites dans le jour, l'étrange découverte du matin, cet amour grotesque et passionné attaché à moi, des souvenirs venus à la suite de cette révélation, des souvenirs charmants et troublants, peut-être aussi ce regard de servante levé sur moi à l'annonce de mon départ, tout cela mêlé, combiné, me mettait maintenant une humeur gaillarde au corps, un picotement de baisers sur les lèvres et dans les veines, ce je ne sais quoi qui pousse à faire des bêtises. La nuit venait, glissant son ombre sous les arbres, et j'aperçus Céleste qui s'en allait fermer le poulailler de l'autre côté de l'enclos. Je m'élançai, courant à pas si légers qu'elle n'entendit rien, et comme elle se relevait après avoir baissé la petite trappe par où entrent et sortent les poules, je la saisis à plein bras, jetant sur sa figure large et grasse une grêle de caresses. Elle se débattait, riant tout de même, accoutumée à cela. Pourquoi l'ai-je lâchée si vivement? Pourquoi me suis-je retournée d'une secousse? Comment ai-je senti quelqu'un derrière moi? C'était Miss Harriet qui rentrait et qui nous avait vus et qui restait immobile comme en face d'un spectre, puis elle disparut dans la nuit. Je revins honteux, troublé, plus désespéré d'avoir été surpris ainsi par elle que si elle m'avait trouvé commettant quelque acte criminel. Je dormis mal, énervé à l'excès, hanté de pensées tristes. Il me sembla entendre pleurer. Je me trompais sans doute. Plusieurs fois aussi je crus qu'on marchait dans la maison et qu'on ouvrait la porte du dehors. Vers le matin,
La fatigue m'accablant, le sommeil enfin me saisit. Je m'éveillai tard et ne me montrai que pour déjeuner, confus encore, ne sachant quelle contenance garder. On n'avait point aperçu Miss Harriet. On l'attendit. Elle ne parut pas. La mère Lecacheur entra dans sa chambre. L'Anglaise était partie. Elle avait dû même sortir dès l'aurore, comme elle sortait souvent, pour voir se lever le soleil. On ne s'étonna point et on se mit à manger en silence. Il faisait chaud, très chaud. C'était un de ces jours brûlants et lourds où pas une feuille ne remue. On avait tiré la table dehors sous un pommier, et de temps en temps, Sapeur allait remplir au cellier la cruche de cidre tant on buvait. Céleste apportait les plats de la cuisine, un ragoût de mouton, pommes de terre, un lapin sauté et une salade. Puis elle posa devant nous une assiette de cerises, les premières de la saison. Voulant les laver et les rafraîchir, je priai la petite bonne d'aller me tirer un seau d'eau bien froide. Elle revint au bout de 5 minutes en déclarant que le puits était tari. Ayant laissé descendre toute la corde, le seau avait touché le fond, puis il était remonté vide. La mère Lecacheur voulut se rendre compte par elle-même et s'en alla regarder par le trou. Elle revint en annonçant qu'on voyait bien quelque chose dans son puits, quelque chose qui n'était pas naturel. Un voisin, sans doute, y avait jeté des bottes de paille par vengeance. Je voulus aussi regarder, espérant que je saurais mieux distinguer, et je me penchai sur le bord. J'aperçus vaguement un objet blanc, mais quoi? J'eus alors l'idée de descendre une lanterne au bout d'une corde. La lueur jaune dansait sur les parois de pierre, s'enfonçant peu à peu. Nous étions tous les 4 inclinés sur l'ouverture, Sapeur et Céleste nous ayant rejoints. La lanterne s'arrêta au-dessus d'une masse indistincte, blanche et noire, singulière, incompréhensible. Sapeur s'écria « C'est un cheval, je vois le sabot. Il sera tombé cette nuit après s'avoir écapé du pré. » Mais soudain, je frissonnais jusqu'aux moelles. Je venais de reconnaître un pied, puis une jambe dressée, le corps entier, et l'autre jambe disparaissait sous l'eau. Je balbutiais très bas et tremblant si fort que la lanterne dansait éperdument au-dessus du soulier. C'est une femme qui est là-dedans. C'est Miss Harriet. Sapeur seul ne sourcilla pas. Il en avait vu bien d'autres en Afrique. La mère Lecacheur et Céleste se mirent à pousser des cris perçants et elles s'enfuirent en courant. Il fallut faire le sauvetage de la morte. J'attachai solidement le valet par les reins et je le descendis ensuite au moyen de la poulie, très lentement, en le regardant s'enfoncer dans l'ombre. Il tenait aux mains la lanterne et une autre corde. Bientôt sa voix, qui semblait venir du centre de la terre, cria « Allez !» Et je le vis qui repêchait quelque chose dans l'eau, l'autre jambe. Puis il ligatura les 2 pieds ensemble et cria de nouveau « Allez !» Je le fis remonter. Mais je me sentais les bras cassés, les muscles mous. J'avais peur de lâcher la tâche et de laisser retomber l'homme. Quand sa tête apparut à la margelle, je demandai « Eh bien ?» comme si je m'étais attendue à ce qu'il me donnât des nouvelles de celle qui était là, au fond. Nous montâmes tous 2 sur la pierre du rebord et, face à face, penchés sur l'ouverture, nous nous mîmes à hisser le corps. La mère Lecacheur et Céleste nous guettaient de loin, cachés derrière le mur de la maison. Quand elles aperçurent, sortant du trou, les souliers noirs et les bas blancs de la noyée, elles disparurent. Sapeur saisit les chevilles, et on la tira de là, la pauvre et chaste fille, dans la posture la plus immodeste. La tête était affreuse, noire, déchirée, et ses longs cheveux gris tout à fait dénoués, déroulés pour toujours, pendaient ruisselants et fangeux. Sapeur prononça d'un ton de mépris « Nom d'un nom, qu'elle est maigre !» Nous la portâmes dans sa chambre, et comme les 2 femmes ne reparaissaient point, je fis sa toilette mortuaire avec le valet d'écurie. Je lavai sa triste face décomposée.
Sous mon doigt, un œil s'ouvrit un peu, qui me regarda de ce regard pâle, de ce regard froid, de ce regard terrible des cadavres, qui semble venir de derrière la vie. Je soignais comme je le pus ses cheveux répandus, et de mes mains inhabiles, j'ajustais sur son front une coiffure nouvelle et singulière. Puis j'enlevais ses vêtements trempés d'eau, découvrant un peu avec honte, comme si j'eusse commis une profanation, ses épaules et sa poitrine, et ses longs bras aussi minces que des branches. Puis j'allais chercher des fleurs, des coquelicots, des bleuets, des marguerites, et de l'herbe fraîche et parfumée dont je couvris sa couche funèbre. Puis il me fallut remplir les formalités d'usage étant seule auprès d'elle. Une lettre trouvée dans sa poche, écrite au dernier moment, demandait qu'on l'enterrât dans ce village où s'étaient passés ces derniers jours. Une pensée affreuse me serra le cœur. N'était-ce point à cause de moi qu'elle voulait rester en ce lieu? Vers le soir, les commères du voisinage s'en vinrent pour contempler la défunte, mais j'empêchais qu'on entrât. Je voulais rester seule près d'elle, et je veillais toute la nuit. Je la regardais à la lueur des chandelles, la misérable femme inconnue à tous, morte si loin, si lamentablement. Laissait-elle quelque part des amis, des parents? Qu'avait été son enfance, sa vie? D'où venait-elle ainsi, toute seule, errante, perdue comme un chien chassé de sa maison? Quel secret de souffrance et de désespoir était enfermé dans ce corps disgracieux, dans ce corps porté, ainsi qu'une tare honteuse durant toute son existence, enveloppe ridicule qui avait chassé loin d'elle toute affection et tout amour. Comme il y a des êtres malheureux, je sentais peser sur cette créature humaine l'éternelle injustice de l'implacable nature. C'était fini pour elle, sans que peut-être elle eût jamais eu ce qui soutient les plus déshérités, l'espérance d'être aimée une fois. Car pourquoi se cachait-elle ainsi, fuyait-elle les autres? Pourquoi aimait-elle d'une tendresse si passionnée toutes les choses et tous les êtres vivants qui ne sont point les hommes? Et je comprenais qu'elle crût à Dieu, celle-là, et qu'elle eût espéré ailleurs la compensation de sa misère. Elle allait maintenant se décomposer et devenir plante à son tour. Elle fleurirait au soleil, serait broutée par les vaches, emportée en graines par les oiseaux, et chair des bêtes, elle redeviendrait de la chair humaine. Mais ce qu'on appelle l'âme s'était éteint au fond du puits noir. Elle ne souffrait plus. Elle avait changé sa vie contre d'autres vies qu'elle ferait naître. Les heures passaient dans ce tête-à-tête sinistre et silencieux. Une lueur pâle annonça l'aurore, puis un rayon rouge glissa jusqu'au lit, mit une barre de feu sur les draps et sur les mains. C'était l'heure qu'elle aimait tant. Les oiseaux réveillés chantaient dans les arbres. J'ouvris toute grande la fenêtre. J'écartai les rideaux pour que le ciel entier nous vît, et me penchant sur le cadavre glacé, je pris dans mes mains la tête défigurée, puis lentement, sans terreur et sans dégoût, je mis un baiser, un long baiser, sur ses lèvres qui n'en avaient jamais reçu. Léon Chenal se tut. Les femmes pleuraient. On entendait sur le siège le comte d'Estrailles se moucher coup sur coup. Seul le cocher sommeillait, et les chevaux, qui ne sentaient plus le fouet, avaient ralenti leur marche, tiraient mollement, et le brex n'avançait plus qu'à peine, devenu lourd tout à coup, comme s'il eût été chargé de tristesse.